So you thought that giving birth was the hardest part. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Dr Rania, qui est dentiste et consultante en lactation certifiée. Alors, Dr Rania, je voudrais bien vous laisser le temps de vous présenter avant de commencer. Merci pour l'accueil, Nadia. Je m'appelle Rania, je suis médecin dentiste depuis 9 ans et consultante en allaitement certifiée IBCS. Je suis aussi maman de 2 petites filles. Avec la première, c'était juste la maternité. Et avec la deuxième, c'est la maternité. La première question que je veux poser, c'est que beaucoup de mamans pensent que l'allaitement, dès qu'elles sortent de l'hôpital, même quand elles sont à l'hôpital, va venir naturellement. Donc, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? L'allaitement, c'est une sorte de compétence qui s'acquiert petit à petit. C'est instinctif, mais c'est pas, c'est instinctif et naturel, mais c'est pas appris tout de suite. C'est une sorte de gymnastique ou si on peut dire que la maman et le petit, ils vont se découvrir mutuellement, chacun d'eux. La maman, elle va découvrir les compétences neuromusculaires de son fils et la physiologie de son corps. Parce que les deux, ils vont être synchrones pour la réussite de la vie. Est-ce que ça peut être difficile au début? Oui. C'est difficile? Déjà, c'est la question la plus répandue parmi les mamans. J'ai cru que ça serait beaucoup plus facile. Mais, parce que c'est une adaptation. Et l'adaptation, elle nécessite une énergie, du temps et une bonne compréhension de la physiologie, du process en lui-même et de la diade, maman-enfant. Parce que l'enfant, il a ses propres challenges par rapport à lui. Peu importe, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il a des restrictions, est-ce qu'il il est tout simplement stressé. Et la maman, elle a toute une physiologie, toute une cascade hormonale qui va s'installer dans son corps. Son corps, il a besoin d'avoir le temps pour comprendre ce qui s'est passé. Surtout, les mamans qui ont accouché par césarienne, parce que, si on peut dire, ils ont raté le passage vaginal, c'est lui qui va déclencher tous les réflexes dans son corps à elle, et même les réflexes dans le corps de son bébé. Et ça, le fait que beaucoup de réflexes archaïques n'ont pas été déclenchés dès le début, ça va ralentir, faire entrer quelques challenges dans la diade. Donc, il faut donner le temps, il faut avoir la patience de comprendre son corps. C'est surtout ce que je dis aux mamans dans les consultations. On va venir comprendre mon corps, comprendre la physiologie de ton corps, parce qu'une consultation avec Nadia n'est pas une consultation avec Nadia. Chacune de nous a son propre corps, chacune de nous a le délai que son cerveau peut synchroniser le travail du reste du corps. Et le délai aussi, parce que la maman, elle comprenne son bébé, pour que ce qu'elle va comprendre, il va déclencher en elle ce qu'elle doit comprendre et comment elle doit répondre. Et combien de temps est-ce que ça peut prendre pour bien établir? Théoriquement, ouais, ça prend entre 2 et 6 semaines. Okay. Mais généralement, les mamans, elles rapportent une nette amélioration au bout de la 3e semaine. Okay. Ça dépend des challenges. On entend souvent dire que, à partir du moment qu'un enfant va prendre le biberon, il ne va plus jamais aller. Est-ce que c'est vrai aussi? Plus jamais, ça c'est trop grand. Et ça va mettre de la pression pour les mamans. Ok? Mais c'est un risque. Oui. C'est un risque bien établi qu'il faut prendre en considération avant de se lancer. Mon devoir envers les mamans, c'est de leur donner toutes les informations nécessaires pour prendre une décision informée, un consentement qui sera bien éclairé. Éclairé, c'est qu'elle doit savoir tous les points positifs et négatifs de chaque contenant qu'elle va utiliser pour donner le lait à son enfant, à part 16 ans. Okay. Beaucoup de mamans ressentent de la douleur quand elles allaitent. Est-ce que c'est normal ou c'est quelque chose qui doit se fournir une cloche? Ce n'est jamais normal qu'une maman ressente de la douleur pendant les tétés. Parce que la douleur, c'est une sonnette d'alarme pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. La douleur, elle peut provenir d'une mauvaise position, d'une mauvaise posture, des problèmes de langue de son enfant, des problèmes dans sa bouche en général, de l'enfant. Ça provient parfois d'une cause, si on peut dire, idiopathique. Il n'y a pas un problème dans ni la position, ni l'oralité du bébé, mais il y a quand même une douleur que la maman reporte. C'est là qu'on doit
pousser encore plus profondément la mamelle pour pouvoir voir. Parce que parfois, il y a juste une anomalie dans ses artères cervicales qui va impacter sa posture. Du coup, le bébé, il va tirer de certaines manières. C'est pour ça que je dis toujours, c'est une synchronisation entre deux personnes. Donc, la douleur, elle n'est jamais normale. On doit toujours dire pourquoi j'ai des douleurs. Au début de l'allaitement, à l'installation de l'allaitement, il est normal d'avoir un petit inconfort qui est dû à l'adaptation du tissu mammaire par rapport à la nouvelle fonction. C'est comme si c'était une gêne, une petite irritation qui va partir au bout d'une semaine maximum. Et c'est pas vraiment une douleur vive. C'est un inconfort. Oui, c'est un Vous êtes dentiste. Oui. Du coup, on va vous poser les questions qui sont en lien avec la dentisterie. 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 Donc, quels sont les bénéfices de l'allaitement au niveau de la santé bucco-dentaire du bébé, mais aussi est-ce que vous voyez une différence entre un bébé qui a été allaité et celui qui n'a pas été? Moi, je compare l'allaitement au premier traitement orthodontique qu'un enfant peut avoir. Parce que la génétique, elle impacte. Il y a des familles qui ont, par exemple, si tu vas toute la famille, tu vas voir que toute la famille, ils ont des mâchoires qui sont avancées ou alors un côté qui est asymétrique, quelque chose comme ça. Avec l'allaitement, il provoque une certaine posture de la mandibule. Il va obliger le bébé à avancer sa mandibule pour pouvoir rattraper le sang. Ça va causer une cascade de mouvements, étirements, développement osseux vers une certaine direction qui est la plus saine possible. Du moment que le bébé il essaye de faire il essaie de maîtriser le cycle sac-foie-lobé, il doit maîtriser la succion, le fait d'avaler le lait et la respiration. Ça fait que il doit maîtriser la respiration nasale, qui est le premier déclencheur, si on veut dire, du développement du maxillaire supérieur. Il va aussi utiliser sa mandibule l'avancée pour que le décalage entre les deux mâchoires se rattrape. Il va utiliser sa langue pour que les muscles de sa langue et sa bouche s'étirent vers une certaine direction pour suivre ce développement-là. Du coup, il y a tout le massif facial qui est en train de se développer vers la bonne direction. C'est ça ce que tu peux faire avec le maillot. C'est la magie. Donc, le biberon ne va pas offrir tout ça. C'est pas le même schéma d'oralité. Avec le biberon, tu vas utiliser juste les crêtes dentaires. Avec le biberon, il va utiliser juste les deux crêtes dentaires. Il va pas faire un effort pour tenir le menton avec la langue, le soutenir avec les deux muscles de la joue et faire bouger la mandibule pour avaler. Tu vois, par encore, avec le biberon, il vient juste qu'à mettre les mains ici, faire bouger les deux crêtes dentaires et le biberon. Oui, c'est pas le même schéma du tout. On dit parce que l'allaitement, c'est du lait, et il y a beaucoup de mamans qui vont allaiter durant la nuit. L'enfant n'a pas la chance d'aller de ses dents. Est-ce que ça augmente les risques de carie? Le lait maternel est contient des facteurs qui protègent les caries. Mais c'est l'hygiène, l'alimentation, les routines que l'enfant utilise par rapport à tout ce qui est sucré et tout ce qui est la nature de son alimentation en général. On peut pas dire que un enfant qui est allaité au sein et qui utilise beaucoup de jus sucré, parce qu'il y a des mamans qui me disent oh non, il mange les ci et ça, il mange les mais quand tu lui donnes une compote de la banane et des dattes, ça va créer une plaque dentaire qui est bien très résistante sur la dent. Même si toi tu essaies de la wiper avec de la compresse stérile ou quelque chose comme ça, elle va pas partir correctement. Tandis que notre enfant qui mange des cancans, des pêches, des oranges, avec une bonne hygiène, il va pas développer des caries. Et même s'il développe des caries, c'est parce que par exemple, il a pu être contaminé par les streptococcus qui sont le principal bactérie pour générer des caries. Donc c'est un tout. Le fait d'avoir des caries en bouche,
Ça ne vient pas du lait maternel. Au contraire, le lait maternel il protège le carie, mais c'est de tout ce qui est avec le lait maternel, côté hygiène, côté hérédité, côté utilisation des mains. Parce que le simple fait qu'un bébé ne mange que des aliments mous, ça aussi, ça peut faire, ça peut être un facteur de risque pour avoir le carie. C'est pas comme un bébé qui mange des aliments plus ou moins solides, comme des morceaux de concombre, des choses comme ça. Pas comme qui mange des morceaux de patates douces. C'est pas la même chose que des pots de plaques dentaires. Et c'est le point de départ pour avoir des caries, c'est la présence de la plaque sur la dent. Mis à part aussi la qualité de l'émail, qui peut différer d'un enfant à un autre. C'est pour ça qu'on dit souvent que dès l'élection de la première vie, de préférence, qu'on aille vers un dentiste ou un gynécologue pour voir, pour faire une évaluation de la qualité de l'émail, des facteurs de risque carieux chez toute la famille, pas seulement le bébé. Ça peut nous donner une idée sur le risque potentiel qu'on développe des caries ou non chez le bébé. C'est pas le lait maternel qui cause des caries, c'est un tout qui accompagne. Ok. Ma prochaine question, c'était de savoir, est-ce que vous avez des conseils pour les mamans qui allaitent la nuit et qui ont des bébés de 3, 4 ans, qui allaitent encore? Donc, de ce que je comprends, ça change rien qu'elles allaitent la nuit. Ça n'affecte pas le bébé au niveau de sa santé bucco-dentaire. Non, ok, c'est bon. Étant une maman qui a allaité pendant 4 ans, j'ai suivi le processus dentaire de ma fille dès l'éruption de la première dent jusqu'à 4 ans, elle a 4 ans. Oui. L'essentiel, la clé, c'est d'avoir une bonne hygiène, c'est de respecter la physiologie. On se brosse les dents juste avant de dormir. Et après, quand la maman elle va allaiter son enfant, il va trouver les dents saines. Et c'est là que le potentiel protectif du lait maternel, protecteur du lait maternel, il va se déclencher. Les dents, elles vont être protégées, renforcées par le lait maternel sur des dents saines et propres. Okay. Ça, c'est très important. Okay. Il y a certains bébés ou certains enfants qui vont boire du lait de vache la nuit. Ils vont se réveiller la nuit, ils vont boire du lait de vache. Est-ce que c'est le même principe? Non. Donc, à ce moment-là, il va falloir que c'est préférable de brosser les dents. Pour moi, tu peux sauver, là. Dans ce cas, le mieux, c'est de sauver. Okay. Parce que, en buvant le lait de vache, même la manière dont ils prennent le lait en nous-mêmes, ça peut aussi être une cause d'énergie. Parce que l'allaitement à travers le sein, la nuit, le nanan va être à l'intérieur de la bouche du bébé. Vraiment vers le fond. Donc, très proche du fond, oui. La jambe sent pas les mots, pas les effets. La surface dentaire, elle va être épargnée de la quantité de lait. Parce que le lait, il est à l'intérieur. Et elle est protégée par les laits. Okay. Par contre, en prenant son biberon la nuit, en dormant, le lait, il va être épargné partout. Même le lait maternel, quand il est donné par le biberon la nuit, le risque, il augmente. Il est moindre que celui de lait de vache. C'est la manière dont le bébé tète la nuit qui aussi peut être un facteur de risque. Et donc, si vous deviez donner un conseil à une maman qui offre du lait maternel mais dans un biberon, quel serait ce conseil pour un allaitement de nuit? Par le biberon. Ça, c'est un peu difficile parce que je lui dirais Okay. Si c'est au-delà de 12 mois, okay. C'est moins de 12 mois, c'est lui faut par rapport aux apports hormonaux. Mais elle doit être vigilante côté hygiène. Par exemple, après chaque tétée, elle doit avoir une compresse mouillée et essuyer les dents. Ça peut être une chose. Ne pas mélanger le lait avec du miel ou des céréales, quelque chose comme ça. Aussi. Surtout l'hygiène avec le lait. Et faire attention à l'alimentation du bébé parce qu'elle peut croire qu'elle a une bonne hygiène, mais réellement la manière dont elle essuie les dents ou dont elle brosse les dents, elle n'est pas optimale pour éliminer toute la plaque dentaire. Et c'est de là que vient le lait. Wow. On parle beaucoup de bruxisme au niveau des enfants, mais on n'aborde pas le sujet quand ça vient au maman. Je pense que vous avez beaucoup à dire dessus. La première qui a demandé. Ah oui. C'est très intéressant. Ah ouais? Oui. Parce que le fait que le bruxisme se déclenche
chez la maman, parce qu'elle est très vulnérable. Son système nerveux, il est sollicité plus que ses capacités. Elle doit gérer sa physiologie, la physiologie de son enfant, son ressenti, le ressenti de son enfant, l'entourage, l'environnement, les autres enfants, toute cette surcharge émotionnelle et intellectuelle, elle doit avoir un échappatoire. Elle doit évacuer cette surcharge-là. Il y a certaines mamans qui vont avoir le toxine comme la manière de leur cerveau pour faire sortir toute cette surcharge-là. Donc c'est nerveux, c'est par rapport à la surcharge émotionnelle qu'elle a. Je leur dirais de take it easy. Tu es super, peu importe ce que tu fais, peu importe comment tu es à l'aise, fais sortir que tu es à l'aise dans ton corps, dans ton ressenti. Par rapport à, tu te félicites pour toutes les petites victoires que tu fais pendant la journée et libère-toi de tous les préjugés et les mots que tu peux entendre de ton entourage du moment que toi, tu fais tout ce que tu peux. C'est ça. Et si jamais maman se rend compte qu'elle fait le bruxisme, quelles sont les façons dont elle pourrait s'aider elle-même, sachant que c'est vraiment un tic? Il y a les gouttières, il y a des gouttières de riz qu'elle peut porter, ça c'est le côté dentaire. Okay. Par contre, le côté, je dirais, spirituel, si on peut dire ça, elle peut faire du yoga. Elle peut faire du yoga, elle peut, La méditation. tout ce qui peut évacuer toute la charge mentale qu'elle a, tout le stress qu'elle a, tout ce qui peut l'aider à calmer son état d'esprit, c'est ça ce qu'elle doit favoriser. Ok. Concernant les fins de langue sans devoir exclusive, quel est le lien avec l'allaitement et est-ce que c'est possible de faire mal avec un Il faut se mettre d'accord que on peut allaiter avec un frein, mais on ne peut pas allaiter avec un frein restrictif. C'est le mot restrictif qui va nous diriger vers quel le fait d'avoir un frein, que la langue est élastique, qu'il arrive à drainer le sang, qu'il arrive à ne pas blesser sa mère ou lui causer une douleur, que le sein de maman il est drainé, il est correctement drainé, que la courbe de poids elle est toujours ascendante, qu'on n'a pas de problème côté dans le nombre d'écouches et tout ça. La présence de frein, elle ne donne rien. Par contre, pour les freins restrictifs, et pour définir le mot restrictif, c'est qu'il empêche la fonction orale de la bouche du bébé. Il y a quelque chose qui empêche le bon déroulement de la fonction de la langue, de la fonction des lèvres, de la fonction des joues. Il entrave tout ce qui est fonction orale de la sphère orale du bébé. Ça peut aller d'un câble torticolis du nourrisson vers une restriction, une tension dans les muscles de la joue, dans les muscles de la nuque, une mauvaise posture, une mauvaise inclinaison de la tête. C'est pour ça que dans les freins, moi, j'utilise une approche multidisciplinaire. Parce que moi, en tant que consultante, je peux diriger le regard de la maman vers le problème. Mais j'ai besoin d'avoir beaucoup d'autres spécialistes avec moi pour pouvoir corriger le problème et assumer le bon de la par exemple, bien qu'on ait une consultation avec un ostéopathe pour libérer toutes les tensions, la prise du sang, elle s'améliore très bien. C'est pour ça que le monde de l'allaitement est un monde pluridisciplinaire. Ce n'est pas juste la consultante, juste l'ostéopathe, juste le pédiatre, juste le dentiste qui peuvent travailler. On doit travailler tous en synchronicité pour évaluer cette fonction orale. Et la fonction orale, elle doit être évaluée correctement par un dentiste ou un oreille. La consultante, elle est là pour détecter qu'il y a quelque chose qui ne va pas à travers les problèmes de l'allaitement. Mais le problème en lui-même, si elle est formée, it's okay, mais si elle n'est pas formée, elle est formée à le détecter, pas à le corriger.
C'est ça. Mais c'est le premier signal d'alarme. C'est elle qui va aider la maman à trouver le problème. Et après, soit il est corrigé à travers une phénotonie, soit simplement le bodywork avec un ostéopathe et la correction des postures avec une banque fréquente, ça peut donner un résultat très très bien. Il faut évaluer un peu le résultat. C'est pas juste la présence du frein. Ouvre ta bouche, il y a un frein, et tout est non, c'est pas ça. Pour vous, qu'est-ce que l'allaitement a fait pour vous personnellement, si vous voulez bien partager avec nous? Et ça veut du point de vue d'un médecin, ça veut de votre propre point de vue personnel. Est-ce que vous conseillez l'allaitement? Et si jamais une femme ne peut pas allaiter, qu'est-ce que vous lui conseillez? C'est beaucoup de questions. Non, j'aime bien. Parce que je vais répondre du côté de la maman, du côté de la dentiste que je suis, et du côté d'une maman qui n'a pas pu allaiter. Donc, j'ai une meilleure réponse. Pour une maman qui n'a pas pu allaiter, je lui dirais que c'est pas la fin du monde. Tu as beaucoup d'autres manières de pratiquer ta maternité avec ton enfant, parce que la maternité, elle est beaucoup au-delà de l'allaitement. Ça d'un côté. Rien qu'en utilisant le pot à pot, ça peut déclencher en elle une cascade hormonale et physiologique qui est capable de bien corriger la relation entre elle et son bébé. Le pot à pot est juste dans les cas de refus de faim ou de l'impossibilité d'allaiter pour X raisons. Vous pouvez répéter, c'est quoi le mot? Pot à pot, skin to skin. Skin to skin, ok, Yeah. pot à pot, ok. Oui. Par contre, je dirais, pour les mamans qui allaitent, que l'allaitement, c'est le premier pas pour elles de trouver leur, pour moi, je veux dire, c'était le premier pas pour trouver mon pathway, si on peut dire. C'était un tsunami qui a chamboulé toute mon existence, parce que, au début, c'était juste un problème mécanique sur le fait que ma fille, elle ne voulait pas être allaitée. Mais après, en me découvrant et en la découvrant elle aussi, j'ai découvert beaucoup d'autres aspects de la maternité que je n'ai pas vu avant. Par exemple, que le fait d'avoir une synchronicité physiologique et émotionnelle entre toi et ton bébé, ça c'est purement une vie. Et ça aussi, c'est très entretenu par les pots à pot que les mamans peuvent faire avec leur enfant. Parfois, quand une maman vient me voir pour un problème de reflux de sein, je lui dirais juste, tu fais une bonne posture. Juste fais plus de popo. Fais des bains d'amour avec ton enfant. Des bains en étant nus, elle et son enfant, pour faire rappeler le bébé le milieu un peu dans lequel il était, redéclencher tous les réflexes qu'il avait à l'intérieur de son utérus, lui donner tout le cocon dont il a été dans son ventre-là. Ça peut aussi être une manière de corriger, si on peut dire, la relation dans mon bébé. Bon. Et aussi, en étant dentiste, la maternité, l'allaitement, m'ont donné une autre vision sur le support des mamans. Et aussi, le fait que je suis devenue une consultante, c'est le côté plus empathique qui s'est développé, c'est le côté plus ouvert s'est développé parce que je te dis que la prise en charge des problèmes de l'allaitement, c'est une chose multidisciplinaire. On doit tous avoir notre mot dans ce problème d'allaitement. C'est pas que X, Y, Z qui va diriger le pronostic de ce problème dans l'allaitement que X, Y, non. Donc, c'est le mot caring, c'est ça qui donne tout un sens à l'allaitement pour moi. Et je pense que vous avez mentionné que l'allaitement a été très différent de votre premier enfant à votre deuxième enfant. Je pense qu'il y a beaucoup de moments quand elles s'allaitent leur premier enfant, elles se disent que je maîtrise, c'est bon, c'est fini. Mais elles se rendent pas compte que les autres enfants peuvent être, l'enfant même est différent. Je pense que c'est important de souligner que il faut jamais comparer les enfants. Il faut jamais comparer les situations dans lesquelles naissent X enfants. Chaque enfant est unique dans sa forme, dans son histoire, dans son process pour tenir le sein. La règle
anatomique ou physiologique, si on peut dire, elle est la même pour toute l'humanité. Ouais. Mais quand on prend chaque diable, mère, enfant, même au sein de la même famille, c'est pas la même chose. C'est pour ça que moi aussi, je suis tombée dans le piège de comparer entre mes expériences avec mes deux filles. La première, c'était juste le souvenir et de juste se reconnaître en tant que maman, en tant qu'un autre individu autre que la jeune femme qui était là avant. Ça m'a mené dans une direction, mais c'était juste avoir un enfant, tous les aléas de la parentalité et tout ça. La venue de Lynn, ma deuxième, c'était le déclic, c'était là que Rania, tu n'es pas juste une femme, tu n'es pas juste la maman de Yasmine, tu dois faire le deuil sur ces deux parties de toi, ou c'est pas un deuil triste, c'est un deuil plein d'espoir, parce que tu n'es jamais la même après chaque enfant. Chaque enfant, il te donne une nouvelle identité qui va être renforcée par ton expérience et ton vécu avec le premier, mais tu n'es jamais la même. Et c'est pour ça que les mamans, elles doivent être supportées, elles doivent être soutenues, elles doivent être comprises, parce que ce n'est pas bien de donner la vie à un enfant. Et surtout de l'élever après et de le faire grandir après. Surtout dans le post-partum immédiat, parce que toutes les mamans se jugent, toutes les mamans se disent ah, maintenant, mais c'est pas la réalité. Bien que son entourage, il prend la peine juste de lui dire voilà, ils n'ont rien à faire d'autre. Et la laisser comprendre son vécu et son expérience avec son enfant, comprendre le fait qu'elle a entre ses mains cet enfant-là avec ses caractéristiques propres à lui et les caractéristiques propres à son corps et à sa personnalité avec lui, ça va lui donner toutes les clés pour la réussite.